Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée et des marchés qui restent un peu plafonnés quand on regarde les grands indices actions après une semaine qui aurait été une semaine positive. Le CAC 40 a enregistré un bilan hebdomadaire de progression de 1% la semaine dernière avec une journée d'échéance vendredi dernier qui marque donc une nouvelle échéance sur les marchés, l'échéance du mois de juin avec des indices, je le disais, qui restent quand même plutôt dans une bande de fluctuation assez bien identifiée, même si on a franchi quelques niveaux de résistance en fin de semaine dernière qui peuvent interpeller peut-être pour la suite. En attendant, les investisseurs suivront une série importante de prises de parole de banquiers centraux. Aujourd'hui, seulement 11 banquiers centraux vont pouvoir s'exprimer tout au long de la journée. On se fait plaisir, nous sommes lundi. Des statistiques attendues tout au long de la semaine avec demain notamment les enquêtes de conjoncture pour les grandes zones économiques à travers les enquêtes auprès des directeurs d'achat pour le mois de mai qui seront publiées tout au long de la matinée. Et puis le corps PCE américain qui est attendu ce vendredi, une des mesures historiquement privilégiées par la Fed pour mesurer le niveau d'inflation aux États-Unis. Et puis bien sûr, au-delà même de tout ça, ce sont sans doute les développements sur les négociations quant au plafond de la dette américaine qui fixeront l'humeur des investisseurs à court terme pour les prochaines heures et les prochains jours. Nous en parlerons bien sûr avec les enjeux techniques de marché comme chaque lundi avec les équipes d'IG. Alexandre Baradez sera avec nous en plateau pour le plan de trading de Smart Bourse et puis la sphère émergente également sera à l'honneur dans cette émission avec une série d'élections en cours. On est au lendemain des résultats des élections législatives en Grèce et le marché salue la victoire du conservateur Mitsotakis, quand bien même il faudra sans doute un second tour d'élection début juillet pour permettre aux conservateurs de droite d'asseoir une nouvelle majorité parlementaire. En attendant, le marché réagit positivement. On voit l'indice grec qui bondit de 5-6% et la dette grecque qui voit ses rendements se détendre de manière assez significative. Le 10 ans grec est à 3,90% aujourd'hui, comparé à un 10 ans italien qui tourne autour de 80. Ça montre bien quand même l'appétit des investisseurs retrouvés pour les actifs grecs et notamment pour la dette grecque. Et puis l'autre élection que l'on suit, évidemment, c'est le second tour de l'élection présidentielle en Turquie prévu ce week-end avec le match entre le tenant du titre, entre guillemets, Recep Tayyip Erdogan et son principal opposant, Kemal Kılıçdaroğlu. La situation en Turquie, nous en parlerons spécifiquement avec Irina Topasseri, économiste et spécialiste des marchés émergents chez AXA IM. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Mais d'abord, les enjeux techniques de marché et un état des lieux de la situation globale de marché pour entamer cette semaine, le plan de trading de Smart Bourse. Comme chaque lundi avec les équipes d'IG, Alexandre Baradez est avec nous en plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour Édouard. Bienvenue. Quel est l'état d'esprit en ce début de semaine? Quand on regarde un peu les différents marchés globaux, actions, taux, crédit, devises, matières premières, on a toujours le sentiment d'avoir des messages un peu différents d'un marché à l'autre. Le seul message positif, j'allais dire, qui se distingue, c'est quand même plutôt celui des marchés actions aujourd'hui, Alexandre. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on voit un thème, il y a une petite rotation quand même qui s'opère depuis quelques semaines maintenant. On voit que les valeurs de croissance sont vraiment tirées à la hausse, mais est-ce que c'est à juste titre ou pas, on va en reparler. Les cycliques sont plutôt calmes, des indices comme le Dow Jones qui sont très sensibles aux cycliques, on voit qu'ils sont plutôt sur phase de repli. En Europe aussi, on est sur des zones, à part le DAX qui accélère sur des thématiques plus techniques que fondamentales, mais il y a quand même un retour un peu en grâce de la croissance. Le Nasdaq est au plus haut depuis un an, donc ça se détache. Après, c'est vrai que si on regarde les matières premières, le pétrole est toujours à $70, donc c'est une zone qui n'est pas, on en parlera aussi par rapport au rachat de stocks stratégiques, etc. Ça peut jouer un peu, mais il n'y a pas de signaux sur le cuivre, par exemple. Les matières premières liées à la partie industrielle, la partie commerce mondial, la partie dynamique macro ne sont pas au rendez-vous à ce stade, sur les métaux industriels ou l'énergie. Alors c'est pas la dépression, mais c'est pas le signe d'une économie mondiale booming, quoi. C'est exactement ça, et du coup ça pose des questions sur les valeurs cycliques qui sont, certaines d'entre elles, assez chères à ce stade, qui étaient beaucoup moins chères il y a quelques mois, mais qui sont redevenues par rapport à des multiples relativement
relativement cher. Et si on regarde la partie obligataire, là non plus, elle n'envoie pas de signaux. On comprend bien les thèmes. Les taux très très courts américains sont très tendus, évidemment liés aux questions de plafond de la dette. Mais même si vous regardez des taux 2 ans qui sont un peu moins sensibles à ces questions-là, ils se sont quand même redressés de près de 80 points de base en l'espace de 2 semaines. Et ce, après des chiffres d'inflation aux États-Unis qui montrent qu'on a une situation toujours collante. Donc, je vais dire qui a raison ou qui a tort? Est-ce que ces marchés obligataires, que c'est un peu trop, les taux qui sont un peu trop remontés, alors qu'on commence à parler effectivement de la question de la pause de la Fed ou autre, c'est une possibilité? Ou alors est-ce que le marché se dit qu'on aura peut-être une pause, mais une pause au quiche? Moi, j'aurais plutôt ce scénario-là, c'est de dire, sauf à avoir des chiffres d'inflation qui seront publiés avant la prochaine réunion de la Fed, à avoir une inflation cœur qui s'étend d'un seul coup, et là on aura une pause classique. Mais si on a une inflation cœur qui est toujours dans la zone des 5%, une pause devrait intervenir quand même, hein, mais ça ne pourra pas être une pause d'oviche, ça va être une pause au moins au quiche. Et c'est peut-être ça du coup que le segment obligataire 2 ans, 1 an est en train de pricer à ce stade. Et du coup on en revient à la partie des valeurs de croissance qui, on sait, sont quand même sensibles à ces questions de taux. Est-ce qu'elles ont été boostées par les questions de stress sur la dette? C'est typiquement le genre de sujet qui peut tirer ces valeurs-là. Mais si on regarde effectivement l'aspect purement inflation et banque centrale, en Europe, hors de question d'une pause pour l'instant. Donc, est-ce que le rallye ne va pas un peu vite sur la partie valeur de croissance américaine? Bon, justement, attaquons avec le Nasdaq. Oui. Alors, c'est le grand comeback du Nasdaq. Oui. Après, on le rappelle, un démarrage, un début d'année qui était un peu médiocre. Oui. On a vu quand même une réactivation très forte des valeurs de croissance, des blue chips technologiques américaines depuis plusieurs semaines et plusieurs mois maintenant, au point que le Nasdaq 100 est en hausse de plus de 20% maintenant par rapport au point bas qu'on avait en fin d'année. Oui. Alors, c'est que le Nasdaq 100, bon, alors je ne veux pas dire que je suis surpris de le voir sur ce niveau-là, je ne suis pas très surpris de sa bonne tenue par rapport au fait que le gros du parcours sur les taux aux États-Unis ait été vu. Donc c'est tout à fait logique de considérer, ce qui était déjà le cas il y a déjà plusieurs mois, de considérer que les points bas qu'on a touchés l'année dernière seront des points bas efficaces et ils produisent toujours leurs effets. En revanche, la partie à quelle vitesse doit-on revenir à le sommet, c'est là qu'effectivement on peut et on doit argumenter, parce qu'on voit quand même qu'il y a une grosse concentration de performance sur, et ce qu'on a déjà connu finalement par le passé, sur les méga caps en fait, hein, même pas seulement les larges, les méga caps. Et à nouveau, ça peut créer une phase un peu de distorsion où les très grosses font la tendance. Alors, les très positifs, les optimistes diront, mais tant mieux, et je partage aussi cet avis quand même, de dire, ok, là pour l'instant, c'est les gros moteurs qui sont lancés, et puis attendons que l'économie est un peu mieux, et les moteurs larges et puis small partiront ensuite. Donc ça, c'est quand même la vision bullish, et je la partage, mais sur un horizon un peu plus lointain quand même. La vision un peu plus prudente à court terme, c'est ce qu'on vient de décrire à l'instant, c'est de considérer qu'il y a quand même des enjeux d'inflation qui ne sont pas encore réglés, que même si la Fed faisait une pause, on naviguerait toujours à des taux à plus de 5%. Et ça a toujours un effet, ça génère toujours du rendement positif fort, alternatif, donc l'alternative à court terme sur l'obligataire. Et il me semble que c'est pas les bases qu'on a tout de suite pour aller chercher un sommet. Et quand on regarde le Nasdaq, ça va, il a positionné très correctement. Et moi, je l'aimerais bien retomber un petit peu sur la ligne qu'on voit en dessous, le Fibo là qu'on a cassé, qui est une vraie zone. On voit très technique, à la fois zone Fibonacci, puis ensuite résistance, support, donc il y a une zone technique. Je l'aimerais bien retomber un peu cette zone quand même quelque temps. Mais il y a la question de la performance de certaines valeurs individuelles. Regardez, dans cet indice-là, vous avez les semi-conducteurs, pas toutes, mais certaines. Nvidia, par exemple, ça commence à ressembler à de l'exubérance, quand même. C'est-à-dire que ça a doublé, hein? Oui, on était même de 100 il y a 5 mois, on est à 300. Donc, c'est incroyable. Voilà, c'est encore plus rapide que ça. Ouais. Donc, c'est assez bluffant parce que... Il y a à la fois le fait que oui, la valeur était survendue très probablement l'année dernière, mais entre une survente et le fait de revenir à des niveaux qui sont plus adéquats avec des guidances ou autres, là on part carrément d'une phase de stress intense à un niveau de presque d'euphorie désormais, et toutes ne suivent pas. Vous avez des Intel ou autres qui n'ont pas tout la même trajectoire. Et on sait qu'il y a encore des tensions avec les États-Unis sur les questions de semis. Donc je prends un exemple comme ça, mais ça vaut quand même 700 milliards Nvidia. Donc c'est plus une valeur anodine. Et même dans les valeurs méga cap, les Microsoft et les Apple, leur rallye est quand même particulièrement costaud. Alors vous me direz, mais oui, mais les résultats sont au rendez-vous, ce qui est vrai. Mais dans ces résultats, et là, on peut aussi faire le raisonnement avec les cycliques. Moi, je pense que certaines guidances, alors pas forcément T2, mais des guidances sur l'année, certaines me semblent trop optimistes. En termes de croissance ? En termes de croissance, voilà. Les vues maintenues sur l'ensemble de l'année. L'année, c'est encore long. Il y a des signaux côté US où les indicateurs avancés, alors c'est de la soft data, on le sait très bien, mais historiquement, il y a des track records sur la soft data sur 40 ans. Quand vous avez des indicateurs avancés qui connaissent ce degré de ralentissement, dans 100% des cas jusqu'à présent, c'était un secteur de récession. Donc, si on est au-devant d'une récession,
il va y avoir une phase de ralentissement de l'économie qui va être plus costaud. Ça ne peut que se voir sur les thèses d'entreprise. Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, les guidances, peut-être un peu optimistes à ce stade, ne vont pas devoir être révisées peut-être au T2, par exemple. Et je pense que ce genre de valeurs seront dans le scope de certaines révisions un peu moins optimistes pour l'ensemble de l'année. Voilà. Même ces valeurs-là ne peuvent pas être totalement immunes à l'idée d'un ralentissement macroéconomique qui pourrait se transformer en épisode récessive à un certain stade. Oui, même si les techniques, même si c'est que 6 mois par exemple, mais si vous avez une économie un peu stagnante ou autre, ça doit se ressentir quand même dans ces boîtes-là qui font, elles font à la fois du service, elles font du hardware aussi, mais... un exemple aussi, est-ce que c'est un peu annonciateur de quelque chose? Mais on voit qu'en Chine, par exemple, les gros du cloud, Tencent ou autres, sont en train de se crêper le chignon à tel point que les prix baissent de 40 à 60% dans le cloud. Donc je ne dis pas que les États-Unis sont à un tel degré de concurrence entre boîtes, mais il y a quand même désormais de gros acteurs et la concurrence commence à jouer à plein. Et donc là aussi, c'était des gros moteurs pour ces valeurs-là. Est-ce qu'il n'y a pas une période où l'économie va ralentir, où l'activité va être un peu moins soutenue, et donc où la concurrence va rejouer un peu, faisant de fait baisser un peu la capacité de pricing power de ces entreprises. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'euro-dollar, du dollar notamment? Alors effectivement, il y a eu la grande baisse du dollar, hausse de l'euro. On partait de sous la parité, il faut se souvenir, à l'automne dernier. On est remonté jusqu'à 1,10, 60, 65, je crois d'ailleurs au début du mois de mai. Et puis depuis, c'est vrai qu'il y a une forme de consolidation de ce mouvement. Est-ce que c'est juste une consolidation, Alexandre, ou est-ce qu'il y a l'idée d'une tendance un peu différente, notamment sur le dollar? Là, pour le coup, je trouve, cette année, ce qu'on faisait, on souhaitait cette consolidation. C'est-à-dire qu'on était au-delà d'un 10, on disait, c'est pas trop rapide pour aller sur un 15 tout de suite. Le dollar a quand même pas mal baissé. Et on voyait justement, et le raisonnement qu'on tenait il y a quelques semaines avec vous, ça veut dire les taux, à l'époque, on était à moins de 4% sur les taux courts, dans le 2 ans américain. On disait, ça va être un peu vite quand même, l'inflation reste collante, etc. Donc on disait, ce serait pas illogique, dans ce schéma d'inflation toujours un peu collante, de messages hawkish toujours véhiculés par les membres de la Fed, de dire, le dollar aurait du champ pour retrouver quelques couleurs, mais effectivement, vous l'avez dit, appartenant à un phénomène de consolidation. Quand on prend l'euro-dollar, donc une grosse hausse de l'euro-dollar, on consolide sous forme de vague un peu latéralement pendant quelques mois, et après on continue le chemin aussi. Donc moi, je suis toujours bullish moyen terme. Je considère que l'euro-dollar peut aller dans les zones de 1,15 d'abord, et 1,20, il faudra quand même que la situation géopolitique ou autre se détende plus fortement aussi. Mais sur l'aspect rythme, je vois ça comme une vague consolidante, et donc qu'il ne faudrait pas jouer trop fortement non plus ou trop longtemps. Ce qui peut la booster encore un peu à la baisse, cette vague-là, donc faire grimper un peu le dollar, c'est typiquement les questions de plafond de la dette, ce qui est paradoxal parce que ça touche les États-Unis, mais pour autant, le dollar est valeur refuge dans ce cas de figure-là parce que les rendements progressent aussi, du coup. Donc voilà, je pense que c'est ça qui peut encore garder l'euro-dollar dans ces zones sous 10. La question plutôt risk-off, plafond de dette, mais au-delà de ça, la Fed va faire une pause probablement avant la BCE, pas forcément très longtemps avant, mais va quand même le faire. Le gros du message hawkish de la Fed est quand même passé, je pense. Donc moi, je vois pas pourquoi l'euro retomberait vers la parité ou autre. Il n'y a pas de logique à ça. Il n'y aura pas de logique. On verra effectivement comment les choses se développent sur le front des négociations du plafond de la dette, mais si tout le monde a en tête que le scénario c'est quand même une sortie sans défaut, sans strict des États-Unis, je veux dire, on peut avoir un phénomène de décompression lié à une sortie par le haut entre guillemets des négociations sur le plafond de la dette. Déjà ça, premier phénomène il y aura forcément une solution à un moment donné. On va passer 3 mois de situation. Le pire effectivement, c'est quand même d'arriver alors on peut toujours reporter, on peut toujours repousser encore un peu plus loin le problème, mais la date butoir, c'est là que ça commence vraiment à grincer, que les agences de notation aussi peuvent commencer à regarder un peu tout ça. Donc c'est la phase un peu dangereuse. Passer le 1er juin, c'est la phase dangereuse. Donc ça peut effectivement lifter le dollar jusque-là, mais comme ce sera réglé à un moment donné, le dollar ne peut plus monter ensuite parce que la Fed fera sa pause. Alors, est-ce que le message sera dovish ou hawkish accompagnant? Il sera un peu hawkish quand même, je pense, mais pas de quoi ramener, encore une fois, le facteur risk-off sera un peu mis de côté. Donc, le double phénomène, pic inflation aux États-Unis, Fed qui commence à plafonner et puis détente sur la question de la dette. Après, il n'y a pas beaucoup de facteurs de soutien au dollar purement fondamentaux. Quels sont les messages envoyés par les matières premières? Et si on prend le pétrole comme actif emblématique du secteur des matières premières, c'est ce qu'on disait, c'est pas la dépression totale quand on regarde les prix des matières premières industrielles ou énergétiques, mais c'est pas non plus booming. Non, c'est pas booming, mais alors là-dessus, là aussi, c'est un scénario qui s'est bien déroulé par rapport à ce qu'on avait prévu il y a quelques temps. On avait d'abord joué le gap sur le pétrole. C'est-à-dire qu'il y avait ce gros gap qui s'était formé après la décision de la Russie et puis ensuite de l'OPEP et OPEP+, c'est la prod. Ouais. Et on s'était dit, voilà, il y a deux critères qui, selon nous, allaient faire retomber le pétrole déjà sous les 80 et même probablement vers les 70. Déjà ce gap, mais c'est un facteur purement technique, mais le fait qu'il y ait ça, qu'il y ait
une macro mondiale, et tout à l'heure vous parlez peut-être de la Chine ensemble, la macro chinoise, effectivement, n'est pas booming. Il y a le phénomène T1, mais au T2, on sent bien que ça pédale un peu dans la choucroute. Donc, ce phénomène-là, l'aspect que l'industrie ne lifte pas les cours des matières premières, et ensuite l'aspect qui était que les États-Unis voulaient des niveaux proches des $70 pour refaire les stocks stratégiques. Donc, c'est nos 3 arguments qu'on déployait il y a quelques semaines pour dire attention, il y a plutôt un risque de voir les 70 que de voir les $100. On y est, on est même passé un peu en dessous. Donc, on redevient à nouveau neutre sur la partie pétrole, parce que je ne vois pas de raison pour que ça s'effondre complètement. Désormais, que les achats stratégiques, attention, c'est un petit signal envoyé, c'est des livraisons, je crois, août, il faut que les appels d'offres se terminent. Bon, c'est des process qui ne sont pas hyper rapides, mais c'est quand même un petit signal pris envoyé, je trouve, sachant que l'administration américaine, enfin, les États-Unis ne paieront pas le pétrole à 70 non plus. Mais il y a quand même ce facteur, on va dire, oui, il y a un acheteur en soutien. Il y a un acheteur qui rentre. Ensuite, il y a... l'économie mondiale, elle va être un peu flat là pendant quelques temps. Donc pour moi, c'est un scénario où il n'y a pas de quoi retomber à $50, il n'y a pas de quoi non plus monter à $100. Donc un peu cette zone milieu de terrain. Mais il y a quand même un risque qu'il faudra surveiller quand même. Moi, je serais bullish, si vous voulez, je donne mes niveaux. Bullish à partir de $76, c'est-à-dire l'ancien zone de formation du gap, on est passé au-dessus, on passe en dessous. On reviendra sur des moyennes de prix 50 et 100 jours. Donc, au-delà de $76, on redevient bullish sur l'aspect un peu bottom comme ça du pétrole et on jouera très progressivement à la sortie de ce bottom par le haut. Mais tant qu'on n'y est pas, pour l'instant, il n'y a pas de call sur le pétrole. Et il y a toujours une observation un peu prudente quand même à ce stade. Parce que macro Chine, parce que risque plafond de la dette, parce que inflation toujours collante, dollar qui ne faiblit pas. Donc, pour moi, il y a toujours un risque d'avoir un petit peu de faiblesse sur 70. Donc, je ne suis pas baissier, mais je pense qu'il y a quelques arguments pour rester quand même à 70 quelque temps. Bon. Ce qui, pour des pays consommateurs, est plutôt un prix raisonnable. Acceptable. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Baradez, les équipes d'IG avec nous chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse à 12h30. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Parlons effectivement macro et macro émergente, spécifiquement avec Irina Topasseri, économiste senior chez AXA IM, qui est avec nous en plateau également. Bonjour Irina, bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Évidemment, on parlera de la Chine. Quand on parle des émergents, impossible de ne pas parler de la Chine. Mais je voulais qu'on mette quand même la série d'élections en cours en ce moment à l'honneur, et notamment le second tour de l'élection présidentielle turque qui va se jouer ce week-end. Alors, évidemment que la dimension économique n'est sans doute qu'une dimension dans cette élection présidentielle turque, mais je voudrais quand même qu'on se focalise sur cette partie-là. Recep Tayyip Erdogan est président turc depuis mi-2014. Il était auparavant, pendant une dizaine d'années, Premier ministre. On a donc une vingtaine d'années d'ère Erdogan en Turquie. Irina, qu'est-ce qu'on peut dire du bilan économique de ces 20 ans d'Erdogan ? C'est 20 ans au pouvoir. Il est rentré un peu par la petite porte, Erdogan. Il a été élu maire à quelques voix près, donc il est extrêmement conscient depuis ses débuts que chaque petit vote compte. Et on le voit, c'est une machine électorale. Et donc, il est désormais... il a été quand même en tête des... Et pas qu'un peu, 5 points quand même. 5 points, moins serré que ce qu'on imaginait. Il était presque en train de gagner du premier coup, de la première... Donc, c'est étonnant. C'est pas du tout ce que les sondages préélectoraux nous disaient. Bon. 20 ans au pouvoir, un PIB annuel moyen de la Turquie, 5,5%. En fait, c'est égal à la moyenne des pays émergents sur cette période. Ce n'est pas un constat moyen de dire ça, parce que les pays émergents ont connu quand même une ère assez prospère, notamment les 10 premières années, plutôt que les 10 dernières. Mais ça, quand même, ça englobe la grande crise financière, la crise Covid, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, quand vous regardez, vous décryptez un peu les 20 ans, il faut quand même les ouvrir un peu. Le gros de ce super bilan, c'est fait sur la première partie, notamment, et je pense que c'est 2016-2018, la coupure. Et alors, il y a deux choses qui se sont passées à cette date-là, charnière. 2016, il y a eu l'attentat d'un coup d'État, en fait. Et donc ça a posé un revirement assez fondamental de la vue d'Erdogan de comment il doit gérer le pays. Et il a sincèrement lâché les réformes et il est passé sur un mode de je resserre les institutions, je m'occupe de la sécurité. Et ça change beaucoup. Et en fait, quand vous regardez qu'est-ce qui tirait la croissance, par exemple, on regarde souvent le PIB, les trois grands secteurs, on va dire le secteur manufacturier, la construction et le secteur des services. Jusqu'en 2016-2018, le secteur de la construction était largement... En fait, il avait multiplié par 5
Donc largement plus. J'avais regardé, les autres n'avaient fait que 2,5 fois plus sur cette période-là. Alors depuis, il y avait une suractivité turque dans la construction par rapport à des pays comparables. Ce qui est assez intéressant, parce que ça rejoint un peu malheureusement avec l'événement assez tragique, très tragique, des tremblements de terre. Effectivement, la construction depuis 20 ans, elle se fait sous la houlette du président Erdogan. Donc, si des immeubles se sont effondrés, construits depuis, il en était évidemment responsable. Donc, le sujet, ça s'est envenimé à cause de ça aussi. Mais depuis 2016-2018, le secteur de la construction n'est plus du tout ce qui pousse, pas du tout, parce que depuis, il a développé ses idées. En plus, il se dit parler en tant qu'économiste d'un nouveau modèle économique qu'il essaye d'implémenter. Et son idée, c'est vraiment donc, le focus, c'est croissance. Tout pour la croissance. Tout pour la croissance. Et la croissance qui est générée par des investissements, notamment dans le secteur exportateur, parce que, évidemment, tout le monde sait que la Turquie est un pays à déficit de la balance courante. Donc, il se dit, moi, je dois renverser tout ça. Donc, je vais aider toutes les sociétés exportatrices afin qu'elles m'amoindrissent justement cette épine, qui le fait, pas qui le rende dépendant, en fait, des flux étrangers. Exactement. Et en pensant qu'en faisant cela, les exportateurs vont embaucher un peu plus, donc il va servir aussi son consommateur. Mais il le fait par des surstimulations en fait, du crédit. Et donc, ce qui fait que la croissance 5,5, je disais, moi, de manière assez jolie, et en fait, il est extrêmement volatile. Donc, il y a une volatilité macroéconomique assez forte. D'abord, déjà, par construction, c'est une économie qui est assez cyclique, très fortement cyclique. Donc, déjà, elle emprunte les cycles, mais en plus, elle a emprunté, malheureusement, donc de la volatilité auto-infligée par des politiques économiques, que ce soit fiscales ou monétaires, qui induisent beaucoup de volatilité dans le système. Est-ce que c'est une volatilité que l'économie turque ou les agents turcs supportent? Vous avez chiffre effectivement de progression de 5,5% du PIB chaque année, PIB réel, bien sûr. Oui. On peut regarder aussi la mesure du PIB par habitant, pour être peut-être encore un peu plus précis sur la manière dont la population turque a profité de cette ère de croissance. En PIB par habitant, alors mesuré en dollars, parité de pouvoir d'achat, on prend les standards internationaux qui permettent les comparaisons les plus faciles, j'allais dire, avec d'autres pays. Je veux dire, là aussi, le PIB par habitant a doublé en 20 ans. C'est-à-dire et en même temps, il y a le revers de l'inflation, alors qui était à quasiment 100% il y a quelques mois, qui a divisé par 2, qui reste à 50% sur un an en Turquie. Est-ce que c'est un équilibre que les agents économiques turcs supportent aujourd'hui? Alors, ce qui est assez difficile pour nous, vu d'Europe, parce qu'on n'est pas habitué. Alors là, ce qu'on voit, c'est... on a peur. C'est une autre 7% d'inflation, évidemment, c'est très tendu. Alors là, vous l'avez bien dit, on était à 100%. Il n'y a pas si longtemps que ça, on est à 40 et quelques, tout en sachant que ces chiffres-là sont en débat. Donc, il y a la question de la fiabilité des statistiques. Il y a possibilité que ça soit bien au-dessus. Alors, comment on fait pour vivre dans un monde comme ça? En fait, on vit assez bien. C'est ça qui est assez contre-intuitif. Pour un moment, on peut vivre assez bien. Et notamment pour des populations qui savent s'adapter. Moi, j'ai été étonnée la première fois où je suis allée en Turquie il y a 20 ans, les agents turcs, mais les gens de la rue, je ne vous parle pas dans le bazar, ils savent parler taux d'intérêt composé, taux d'intérêt mensuel. Parce que je pense que c'est assez difficile vu d'ici. Donc ils savent s'adapter. Ça, c'est une chose. Ils ont déjà connu de l'inflation par ailleurs, donc ils savent s'adapter. Ce qui va être très choquant à aller en Turquie aujourd'hui, c'est que vous allez voir un monde hyper... bouillonnant. Effervescent, parce qu'il y a des gens qui achètent partout. Mais oui, mais c'est exactement l'effet de l'inflation. Les agents turcs, en plus, ils sont limités de comment ils peuvent placer leur argent. Aujourd'hui, partie de ce modèle économique viennent un tas de mesures régulatrices qui empêchent les Turcs aujourd'hui d'acheter des dollars, de se réfugier sur la valeur dollar. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est consommer. Donc la consommation est aujourd'hui, sur la croissance turque aujourd'hui, c'est la consommation qui est plus de 100% de contribution. Le moteur de la croissance. Il n'y a que ça, parce que l'investissement, lui, pour le coup... C'est la fuite en avant de la consommation. L'investissement, il a peur, donc les investisseurs, même locaux, font plus rien. Les exportateurs, c'est les seuls qui ont des dollars. Enfin bon, voilà. Eux aussi, ils voient la demande extérieure ne pas être toujours au rendez-vous. Et en gros, tout ce qu'on fait, c'est on alimente la consommation par la peur de l'inflation du lendemain. Est-ce que, admettons, ou réfléchissons à l'idée d'une alternance politique,
Est-ce qu'une alternance politique serait une remise en cause de ce schéma économique, ou est-ce qu'on est, j'allais dire, trop loin dans la fuite en avant pour que l'opposant de Erdogan, si jamais il accédait un jour au pouvoir, puisse renverser ou changer ce schéma économique en profondeur? Alors, pour ce qu'il a dit de manière claire dans ses manifestos de cette alliance qui est six partis de gauche, de droite, de laïque, c'est un attelage un peu compliqué. C'est de tous bords, donc c'est en gros une opposition qui souhaite juste faire sortir, enfin pas juste, mais... C'est la réunion des oppositions. Exactement, voilà. C'est pour faire sortir... En fait, ils ont bien compris que s'ils ne sont pas unis, ils ne peuvent rien faire contre le président en poste. Mais j'ai perdu mon fil. Non, sur l'économie. Est-ce qu'il y a l'idée de marquer une rupture économique? Très clairement que ce modèle, il n'est pas viable et donc il va devoir le remettre en cause. Donc ça, c'est une évidence. Et une des mesures, peut-être la seule qui a été clairement stipulée, parce que les autres, c'est on va voir, c'est de remonter les taux d'intérêt de manière significative et certainement d'un one-off. Donc, parce que les taux d'intérêt aujourd'hui... Alors, on discute beaucoup des taux d'intérêt. Je crois qu'il y a une réunion de la Banque centrale turque cette semaine. au milieu de semaine. J'imagine que rien ne se passera, mais on ne sait-on jamais. Ouais. Alors, les taux d'intérêt directeurs sont à 8,5% pour une inflation, on disait, à 40 et plus. 40 et plus. Mais en fait, ce n'est pas ça qui raconte la vérité. Ça, c'est pour nous servir, ou servir Erdogan un discours. Je vous ai bien dit, je baisse les taux, l'inflation baisse. Et donc, lui, il nous dit, vous voyez, je vous ai bien dit, il y a une corrélation positive entre les taux d'intérêt. Donc, oui, ce qui laisse la communauté économique un peu perplexe, évidemment. Orthodoxe, un peu perplexe. Voilà. Oui. Donc, mais par contre, quand on regarde derrière, on voit bien que les banques ne traitent pas à 8%, les taux sont ailleurs, sont au-delà de 20%, mais même 20%. C'est pas le taux réel de l'économie. Mais le taux réel d'intérêt, même à 20%, il est fortement négatif. Donc on voit qu'il y a un problème. Donc les réglementations appuient sur les volumes, pas sur le niveau des taux, mais sur le droit ou pas de prendre un crédit en dollars ou en devise locale. Donc, il gère autrement la manière. Donc, le représentant de l'opposition va s'attaquer en plein là-dessus, mais il ouvre d'abord un chapitre où il dit, attention, d'abord, je ne sais pas quelle est la vérité. Donc, il y a ce sujet-là qui va être étudié. Quelle est la dette ? Quelles sont les contingent liabilities? Donc, combien il y a de la dette contingente qui va venir s'apposer? Il y a un travail d'évaluation des finances. Quelle est l'inflation? Des chiffres. Donc, il se pose la question. Quelle est l'inflation? Et alors, c'est assez intéressant parce que la dette publique, une autre épine de la Turquie, c'est la dette des entreprises. Donc, elle est très forte, elle est en dollars, donc ils sont exposés à ce risque-là. Et donc, le risque pèse après sur les banques de rôler la dette, si jamais les marchés étrangers s'arrêtent et si eux ils se font plus confiance, donc on revient à un coup d'arrêt. Mais on se pose jamais la question sur la dette d'État, parce que la dette d'État turque, elle est de l'ordre de 30-40% de PIB. Sauf que là, l'opposition dit, mais peut-être c'est le double. Donc là, on parle... Ça rappelle de mauvaises histoires quand même. Oui, on a déjà vu ça, pas trop loin. Donc voilà, donc c'est possible parce que justement, on case justement le coût de toutes ces mesures à droite, à gauche. En fait, on a très peu de visibilité. Donc eux, ils sont plutôt, je pense, prudents de dire d'abord, on ouvre, on regarde. Ils disent, ce n'est pas grave, même si la dette publique est à 100%, parce que avec un programme économique de stabilisation, on ne va pas exploser, justement, on va offrir aux investisseurs un plan crédible de désinflation, de désendettement. On sera capable de gérer une situation comme ça en maintenant la confiance, quoi. C'est ce qu'ils espèrent, en tout cas. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas ouvrir d'un coup et dire on lâche tout, on arrête toutes les réglementations, toutes les mesures en place, parce qu'ils ne peuvent pas gérer tout en même temps. Le niveau de la devise, selon comment il évolue, ils vont pouvoir lâcher un peu plus. C'est un peu ça l'idée. Mais enfin bon, tout ça, c'est encore de l'ordre de l'imagination. Oui, et ça restera peut-être d'ailleurs de la fiction, Irina, parce qu'on verra les scores à l'issue du second tour qui se tient ce week-end. Mais effectivement, vu les 5 points d'avance de Erdogan sur Kılıçdaroğlu, il est possible que ce soit un nouveau mandat pour Recep Tayyip Erdogan. Aujourd'hui, je pense que les marchés ont pris une douche froide en sortant des urnes du premier tour. Tout le monde a joué un peu en avance, justement la semaine d'avant. Il y a eu aussi des choses extraordinaires. Juste dans la semaine avant les élections, il y a eu le 4e candidat qui est issu du parti principal de l'opposition, qui a perdu justement la dernière fois contre Erdogan, qui s'est retiré. Donc vous imaginez, tout le monde a dit tous ces votes-là vont directement se reporter. Et donc en fait le marché a joué le fait que du premier coup l'opposition gagne. Et en l'occurrence on se retrouve avec du premier coup il aurait pu gagner Erdogan. Donc c'est vraiment mais rien n'est joué avant les urnes qui vont parler ce dimanche. Ça s'appelle un contre-pied. Effectivement, on l'a vu notamment sur les actifs turcs, la lire turque notamment effectivement qui a un peu souffert des résultats surprises du premier tour,
discours qui se tenait déjà il y a une semaine. On n'aura pas le temps de parler de la Chine, Yana. C'est pas grave, on en parlera la prochaine fois. fois. On va pas faire la Chine en 30 secondes, c'est pas possible. Mais on en reparlera évidemment la prochaine fois. L'idée étant de voir effectivement s'il y a un peu de déception derrière la reprise économique chinoise. Tout dépend du niveau d'espoir qu'on avait quant à la réouverture et les conséquences de la réouverture sanitaire en Chine. Merci en tout cas pour cet éclairage sur la Turquie et ce second tour de l'élection présidentielle qui se déroulera ce week-end et ce dimanche en Turquie. Irina Topasseri, économiste senior, spécialiste des émergents chez AXA IM, qui était avec nous l'invité de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.